La découverte récente, en Irlande, de plusieurs squelettes étrangement mutilés jette un éclairage nouveau sur le mythe tenace du vampire et sur notre peur ancestrale des morts-vivants. Cette sépulture a manifestement été l'objet d'actes de violence délibérés. C'est certainement la tombe la plus atypique que j'ai jamais vue. Le message reste toutefois le même. Il s'agit d'empêcher à tout prix la personne de revenir dans le monde des vivants. Les archéologues cherchent maintenant à savoir pourquoi ces corps ont été soumis à de telles agressions. La réponse se trouve peut-être dans les histoires d'épouvante qui accompagnent l'humanité depuis des siècles. Milo, 25 ans. Présente des signes de vampirisme. Il existait une peur viscérale des vampires et des revenants, ces morts qui reviennent hanter les vivants. On imagine des cadavres en décomposition, sortant de leur tombe pour aller errer aux alentours. Ces squelettes retrouvés en Irlande pourraient nous aider à comprendre d'où vient cette peur ancienne des morts-vivants. Pour décoder les informations contenues dans ces sépultures, les archéologues vont devoir se plonger dans des grimoires hermétiques du Moyen-Âge, tout en utilisant les techniques médico-légales les plus pointues. Une histoire qui nous mènera jusqu'à un inquiétant fait divers qui s'est produit récemment en Roumanie. Il l'a éventré et le cadavre a grogné 2 fois. Les collines et les lacs qui couvrent l'ouest de l'Irlande ont donné naissance à bien des légendes peuplées de fées et de magiciens. C'est dans cette région qu'en 2004, une équipe d'archéologues a entamé des fouilles sur le site de Kiltishin. À la recherche d'un palais épiscopal du XIIe siècle, les membres de l'équipe vont être amenés à explorer les recoins les plus sombres de l'imaginaire humain. Chris Reed est l'un des responsables du programme. Quand nous avons commencé à creuser, nous pensions être sur le site d'un ancien évêché. Et on se trompait totalement. Ils ont voulu voir ce que cachaient les dalles d'un édifice en ruine dans le secteur où était censé se trouver le palais perdu. Quand nous avons soulevé les dalles, nous nous sommes retrouvés face à des squelettes qui étaient coincés juste dessous. Les gens qui avaient posé ces pierres, quelle que soit l'époque, ne pouvaient pas ignorer la présence de ces restes humains. Ce qui donne une dimension assez sinistre à l'entreprise. Dans une zone de 3 mètres sur 3, nous avons trouvé entre 30 et 40 squelettes. Ils étaient entassés les uns sur les autres à très faible profondeur. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais là quand ils ont commencé à creuser. Ils ont d'abord dégagé l'herbe et retiré la terre superficielle. Puis on a vu apparaître ces grandes dalles romaines. Ils ont tout de suite dit que c'était quelque chose d'important, qu'ils avaient sûrement fait une découverte extraordinaire. Ils les ont soulevés et juste au-dessous, ils ont trouvé des ossements humains. J'ai immédiatement pensé à un charnier datant des grandes famines. Nous n'avions aucune idée de l'ampleur de la découverte, ni du nombre de corps. C'était totalement inattendu. Les chercheurs vont aller de surprise en surprise. Ils s'intéressent ensuite à une sorte de promontoire au milieu d'un champ. Là encore, ils trouvent des restes humains. D'après l'implantation des parcelles que nous avons prospectées, la densité des tombes et leur profondeur, et en partant de l'hypothèse que les zones non explorées présentent les mêmes caractéristiques, on peut estimer qu'entre 2500 et 3000 personnes sont ensevelies ici. Il s'agit d'un cimetière très important. Un matin, l'un des bénévoles appelle Chris Reed pour lui montrer un squelette qu'il vient de mettre au jour.
Ce squelette avait manifestement fait l'objet d'actes de violence délibérés. C'était frappant au premier coup d'œil, notamment au niveau des jambes. Elles avaient été tordues autour d'une grosse pierre. C'était troublant, choquant même, et extrêmement intéressant. Une grosse pierre semble avoir été délibérément placée dans la tombe pour déformer le squelette. Le professeur Mark Horton a examiné des centaines de sépultures médiévales et cette découverte le laisse perplexe. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ce n'est absolument pas naturel. C'est comme si le corps avait été cassé en petits morceaux qui auraient été rassemblés ensuite en paquets. La colonne vertébrale passe sous le thorax et le bassin devait être quelque part par là. Comme si on avait totalement découpé le corps en remettant les morceaux de façon à être sûr que la personne ne pourrait pas revenir à la vie. Dans toute ma carrière d'archéologue, je n'ai jamais vu ça. À mesure que de nouvelles couches sont dégagées, les découvertes se succèdent. Quand on fait des fouilles archéologiques, le moment le plus exaltant, c'est quand quelqu'un s'écrie tout d'un coup « J'ai trouvé quelque chose. Venez voir ». Quand on a commencé à dégager ce squelette, on s'est vite aperçu qu'on lui avait collé une grosse pierre entre les dents. Visuellement, c'est très fort. Personne dans l'équipe n'a jamais vu une chose pareille. Et une découverte du même type vient confirmer la première. Quand on fait des fouilles, on s'attend toujours à trouver quelque chose d'insolite. Mais quand nous sommes tombés sur un deuxième squelette avec une pierre dans la bouche, on a compris qu'il s'agissait de quelque chose de très spécial. Pourquoi ces dépouilles ont-elles été traitées de la sorte? Les 3 squelettes sont exhumés, ainsi qu'une centaine d'autres retrouvés sur le site. Puis ils sont envoyés au laboratoire pour y être analysés. Le nettoyage minutieux des ossements va révéler des informations surprenantes sur la manière dont sont morts certains de ces individus. À ton avis, ce sont des marques d'outils tranchants? Oui, c'est sûr. Un grand coup ici, doublé d'un autre assez semblable, parallèle, avec un bord bien droit. Les entailles relevées sur certains os indiquent que plusieurs des personnes enterrées à Kiltishin ont été tuées à l'arme blanche avec une épée ou une lance. L'Irlande était à l'époque divisée en de nombreux petits royaumes, chacun cherchant à dominer les autres. La guerre faisait partie du quotidien. Les textes qui sont parvenus jusqu'à nous et les éléments matériels dont nous disposons montrent bien la place centrale qu'occupait le personnage du guerrier. Les gens vivaient dans la peur permanente d'être attaqués. Pourtant, même à cette époque violente, la mutilation des cadavres n'était pas une pratique courante. Les personnes chargées de les enterrer craignaient-elles qu'ils ne se transforment en quelque chose d'autre? Des squelettes semblables à ceux qui ont été découverts en Irlande ont été exhumés dans toute l'Europe occidentale. Des dépouilles lestées de grosses pierres ont ainsi été mises au jour dans les années 60 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Des sépultures étranges ont également été signalées en Angleterre. Nous avons retrouvé sur un site funéraire situé près de la ville de Southwell, en Angleterre, des clous de ce genre. Ils avaient été délibérément enfoncés dans le corps du défunt, un dans l'épaule droite, un autre dans le cœur et un troisième à travers la cheville gauche. Ils étaient placés comme si on avait voulu s'assurer que le mort ne pourrait jamais se relever. On a retrouvé des tombes dont les occupants avaient eu la tête tranchée et retournée. D'autres avaient eu les jambes liées ou avaient subi des mutilations diverses. On a même exhumé un corps transpercé d'une lance. Archéologues et historiens se demandent aujourd'hui si ces pratiques médiévales macabres ne relèvent pas toutes des mêmes motivations.
À mon avis, il s'agissait de personnes qui étaient perçues comme une menace. Les gens avaient peur qu'elles ne reviennent les hanter, qu'elles n'essaient de sortir de leur tombe. Il fallait donc que les vivants les en empêchent. Est-ce pour cette raison que les squelettes retrouvés à Kiltishin avaient une pierre entre les dents? Avait-on peur qu'ils reviennent du royaume des morts? Le docteur Catriona Mackenzie est archéologue, spécialiste de l'analyse des os. Elle va se livrer à un examen minutieux des restes exhumés et tenter de comprendre dans quelles circonstances étranges ces individus ont été enterrés. Quand j'examine un squelette, je n'oublie pas que je suis en présence d'un être humain, de quelqu'un qui a vécu et qui est mort il y a longtemps. C'est donc une façon assez directe d'explorer le passé. C'est encore plus intéressant quand on a affaire à un squelette qui présente des caractéristiques insolites ou qui a été enterré dans une certaine position, car on s'interroge alors sur ce qui a pu se passer de son vivant pour qu'on lui réserve un tel traitement. Catriona Mackenzie a reconstitué l'un des squelettes retrouvés avec une pierre entre les mâchoires. Il s'agit d'un individu de sexe masculin, un jeune adulte âgé de 30 à 35 ans. Ces quelques ossements permettent d'avoir une idée de la physionomie générale du défunt. C'était quelqu'un de costaud. Les attaches des muscles sur les os sont bien marquées, ce qui montre qu'il devait avoir de son vivant une activité physique intense. Mais c'est la pierre qui intrigue Catriona. Cette pierre a été enfoncée entre les dents du spécimen numéro 102. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros caillou bien lourd, de forme triangulaire. J'avoue que je n'ai jamais vu une chose pareille. L'étude du crâne pourrait peut-être révéler un indice qui permettrait de résoudre l'énigme. Il était malheureusement très abîmé quand il a été retrouvé. Le nettoyage des fragments mis au jour ne fait que confirmer l'étendue des dégâts. Tu crois qu'on va pouvoir reconstituer le crâne? Ça m'étonnerait qu'on puisse faire beaucoup mieux que ce que j'ai obtenu. Les os de la face ont été écrasés quand le squelette était sous terre, et je me retrouve avec des centaines de petits fragments. C'est un puzzle quasiment impossible à reconstruire. Le passé ne révèle pas facilement ses secrets. Le terrain où ce crâne a été retrouvé a été une terre agricole pendant des siècles et les ossements en ont souffert. Ailleurs aussi, des squelettes ont été mis au jour dans des positions insolites. Ainsi, des fouilles sont en cours à Berkeley, dans le comté de Gloucester. Elles sont dirigées par Mark Horton, qui sait parfaitement que les corps peuvent avoir changé de position après leur inhumation. Nous sommes en présence d'une sépulture assez classique du début du Moyen-Âge. Les os sont encore en terre. Nous avons l'humérus, le crâne, etc. Nous venons de les dégager et nous sommes en train de les nettoyer. Le processus par lequel un corps finit dans une telle position est complexe. Certains cadavres explosent littéralement sous terre quand les gaz s'accumulent dans un espace confiné. Des gens qui se promenaient dans des cimetières disent avoir entendu des bruits sourds. C'étaient des corps explosant dans leur tombe. Les os sont alors projetés dans toutes les directions. Ce crâne, par exemple, n'était probablement pas placé ainsi quand le corps a été enterré. On peut donc retrouver des squelettes enfouis dans les positions les plus invraisemblables, mais qui ne correspondent pas forcément à la façon dont les corps ont été inhumés. Serait-ce l'explication des étranges découvertes faites à Kiltishin? Les pierres retrouvées entre les mâchoires des squelettes auraient-elles pu s'y glisser par hasard lors des secousses imprimées au cadavre au cours de sa décomposition? Impossible selon Chris Reed. Il s'agit de toute évidence d'un acte délibéré. Il n'est pas possible qu'une pierre soit venue se loger là par hasard, après l'inhumation ou à l'occasion de modifications ultérieures. Pour qu'elle soit là, il a fallu l'y mettre de force.
Ces squelettes retrouvés avec une pierre dans la bouche sont très intéressants, car la pierre en question est relativement grosse et elle a apparemment été enfoncée dans le cadavre. On a l'impression qu'on a essayé de bloquer la bouche, comme si on avait voulu empêcher l'âme qui avait quitté le corps d'en reprendre possession et de le faire revenir du royaume des morts. Un autre élément tend à accréditer la thèse d'un acte délibéré. À Kiltishin, les squelettes concernés ont été retrouvés en bordure du cimetière, à l'écart des autres tombes. Nous avions étendu nos fouilles à cette petite dépression, et c'est ici que nous avons trouvé le premier de nos 2 squelettes avec une pierre entre les dents. Il était allongé sur cet axe, qui est orienté non pas est-ouest, mais nord-ouest-sud-est. Le corps avait probablement été inhumé dans ce sens-là, les pieds et la tête légèrement surélevés, de part et d'autre de la dépression, le visage tourné vers là, avec une pierre dans la bouche. Les archéologues anglophones ont un terme particulier pour ces sépultures insolites retrouvées en Irlande et ailleurs en Europe. Ils parlent de sépultures déviantes. Déviant dans le sens d'anormal, d'étrange, d'atypique. C'est-à-dire que ces tombes ne présentent pas les caractéristiques habituelles correspondant aux usages chrétiens de l'époque. Les chrétiens avaient des croyances très codifiées. On n'emporte pas d'objets avec soi, et à la fin des temps, tous les morts sortiront de leur tombe face au soleil levant. C'est pourquoi les sépultures sont orientées dans un axe est-ouest. Il y avait un grand conformisme à cet égard, et dès l'instant où ce schéma n'est pas respecté, on peut, à mon sens, considérer qu'il s'agit d'un acte délibéré, s'appuyant sur une logique qui incite à aller vers l'anormal. Ces personnes avaient peut-être transgressé une règle ou une loi, séculaire ou sacrée, ce qui leur a valu ce châtiment. Tous ces éléments suggèrent que les sépultures atypiques de Kiltishin sont celles d'individus dont on craignait à l'époque qu'ils ne reviennent hanter les vivants, un peu comme les vampires des films d'épouvante. Mais si Dracula n'est plus aujourd'hui qu'un personnage de cinéma, la peur que ses semblables inspiraient au XIIe siècle était bien réelle. L'homme du Moyen-Âge vivait dans un monde peuplé de monstres et de dragons. Il croyait dur comme fer aux phénomènes surnaturels. Pour lui, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'un cadavre puisse reprendre vie. Qui plus est, l'Église entretenait ces croyances. En effet, lorsque l'âme du défunt quittait son corps, elle allait d'abord au purgatoire. Et si la personne avait mené une vie dissolue, son âme y était soumise à d'horribles tortures. Il paraissait donc vraisemblable que des âmes s'échappent du purgatoire et reviennent sur Terre pour hanter les vivants. Toute leur existence leur semblait comme conditionnée par des forces surnaturelles. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les cauchemars aient été peuplés de monstres et de morts vivants. À l'église, on leur racontait des histoires du même genre. C'était quelque chose de profondément ancré dans les croyances. Les chroniques de l'époque racontent des histoires terrifiantes sur les morts vivants, comme s'il s'agissait d'histoires vraies. John Blair est historien. Ses recherches l'ont conduit à l'église de Steppenhill, dans la ville anglaise de Burton-on-Trent, où se seraient déroulés des faits qui montrent à quel point la peur des revenants était alors présente. L'histoire singulière des vampires de Steppenhill est celle de 2 serfs de l'abbaye de Burton, débauchés par un seigneur voisin. Ils vont s'installer dans le village de Drakelow, à quelques kilomètres de là. L'histoire se déroule en 1085. Drakelow était alors un bourg de plusieurs centaines d'habitants. Mais pour les 2 paysans, l'aventure tourne court. Les choses finissent très mal pour eux. Ils meurent brusquement en plein repas et sont ensuite enterrés dans le cimetière qui est derrière moi. Or, dès la nuit suivante, on les aperçoit errant dans le voisinage, selon certains sous forme humaine, un cercueil sur le dos, selon d'autres sous la forme d'un animal. De telles apparitions devaient terroriser les gens de l'époque, qui étaient certainement persuadés qu'ils avaient affaire à des morts vivants.
On croyait au Moyen-Âge que ces revenants étaient dotés de pouvoirs maléfiques. Ils sortaient de leur tombe, disait-on, pour jeter des sorts aux hommes et aux bêtes, qui tombaient ensuite malades ou mouraient. La littérature du XIIe siècle regorge d'histoires de revenants qui retournent le plus souvent hanter les lieux où ils ont vécu. Ils réveillent leurs voisins, leur demandent de sortir en les appelant par leur nom. Et ceux qu'ils désignent meurent quelques jours plus tard de façon mystérieuse. Au Moyen-Âge, un revenant est quelqu'un d'extrêmement désagréable, qui répand la mort autour de lui. Selon certains auteurs, le revenant se promène couvert d'un linceul. Des gens très déplaisants, comme vous le voyez, qui retournent ensuite s'enfermer dans leur tombe. La sépulture s'ouvre, ils tombent dedans et elle se referme sur eux. Ce sont des créatures de la terre, des êtres immondes. Les habitants de Drake Low étaient persuadés que leur village était hanté par des morts-vivants. Les gens ont eu tellement peur que beaucoup sont partis. Le village s'est vidé de sa population. Les villageois ont finalement demandé à l'évêque la permission de déterrer les cadavres des 2 paysans. Quand ils ont ouvert les tombes, les corps étaient intacts, mais les linges qui enveloppaient leur tête étaient maculés de sang. Terrifiés, les villageois ont sorti les 2 corps de leur cercueil et les ont décapités. Ils leur ont ensuite ouvert la poitrine pour arracher leur cœur. Ils ont emporté les cœurs des 2 défunts loin du cimetière, probablement jusqu'au sommet de la colline où je me trouve actuellement. Par la suite, c'est apparemment de ce promontoire qu'on sonnait l'alerte. On y a peut-être aussi exécuté des hors-la-loi. Les 2 paysans défunts ont ainsi été traités comme s'ils étaient vivants. Ils ont été exécutés pour des crimes qu'ils auraient commis après leur mort. On dit que 2 corbeaux se sont échappés du feu dans lequel on avait jeté leur cœur. La distance entre la vie et la mort est ténue. Certains avaient si peur de revenir sur Terre qu'ils laissaient derrière eux des instructions précises pour que cela ne se produise pas. L'un des meilleurs témoignages qui nous soit parvenu sur la place des revenants au Moyen-Âge concerne une habitante de Berkeley, le village où l'on se trouve, dans le comté de Gloucester. C'est Guillaume de Malmesbury, l'un des meilleurs chroniqueurs du XIIe siècle, qui nous rapporte son histoire. Il parle d'une sorcière qui vivait ici, dans le couvent local, autour de 1060, et qui avait tellement peur que son corps se remette à vivre après sa mort, qu'elle avait laissé des consignes très détaillées sur la procédure à suivre. Sa dépouille devait être placée dans un sac de peau hermétiquement cousu, lui-même déposé dans un sarcophage de pierre, maintenu fermé par 3 grosses chaînes munies de cadenas. À sa mort donc, elle a été mise en terre selon ses instructions, et on a fait des incantations pendant 3 jours. Mais cela n'a pas empêché le diable d'arriver sur un cheval noir, de déterrer le sarcophage, de briser les chaînes et d'emmener la sorcière qui depuis hante cet endroit. Il existe ainsi de nombreuses histoires de morts vivants rapportées par des religieux ou des écrivains du XIIe siècle. Les sépultures déviantes de Kiltishin seraient-elles contemporaines de ces récits? L'équipe irlandaise a décidé de faire dater les 2 squelettes au carbone 14. Les récits de morts vivants ont traversé les siècles, dans la littérature comme dans le folklore. Certaines personnes en Europe centrale cherchent à se prémunir d'un possible retour des défunts. En mettant au jour les restes des dépouilles qui manifestement ont été jadis littéralement clouées au sol, entourées de chaînes ou lestées de blocs de pierre, l'archéologie moderne ne fait que renforcer leurs craintes.
Mais comment cette peur ancestrale a-t-elle donné naissance au personnage du vampire, ce monstre buveur de sang qui remplit les salles de cinéma et hante nos cauchemars? Comment une angoisse populaire a-t-elle pu engendrer ce mythe des temps modernes? En décembre 1732, une équipe de médecins militaires autrichiens est chargée d'enquêter sur une série de décès inquiétants survenus dans un village de Serbie qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Cette équipe est dirigée par le chirurgien en chef, Johann Flückinger. Une femme nommée Stana, décédée... Flückinger était certainement un chirurgien très compétent à son époque. C'est dans l'armée qu'on trouvait les meilleurs médecins. Il travaillait énormément, voyait beaucoup plus de patients que les chirurgiens civils et devait être capable d'opérer vite et bien. En tant que chirurgien militaire, il devait donc être extrêmement qualifié. Les habitants du village expliquent aux Autrichiens que 17 personnes sont décédées subitement au cours des 3 derniers mois et que plusieurs d'entre elles se seraient transformées en vampires. Le corps est intact, inaltéré. Johann Flückinger consigne méthodiquement ses observations. Pour cet homme de science, les croyances des villageois appartiennent à une autre époque. On constate que la peau est souple et fraîche. Elle-même avait déclaré avant sa mort s'être couvert le corps du sang d'un vampire. Pour qu'elle et son fils, décédé juste après sa naissance, puissent à son tour devenir vampires. Johann Flückinger avait certainement pour mission de prouver que toutes ces histoires de vampires étaient fausses. Mais il devait aussi faire la lumière sur ce qui s'était passé. Les autorités voulaient notamment s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un foyer épidémique. Mais à mesure que les cercueils sont ouverts, les observations du médecin autrichien sont de plus en plus troublantes. Il a constaté que sur les 17 corps examinés, seuls 4 se décomposaient selon un processus qui lui semblait naturel. Les ongles ont poussé, la peau est souple et tonique. Ce qu'il voyait ne correspondait pas à la manière dont, selon lui, un corps devait se décomposer. À l'ouverture du cadavre, on constate la présence d'une grande quantité de sang frais. Les constatations des médecins contredisent les principes de la science de l'époque. Et pas de sang coagulé comme on pourrait s'y attendre. La médecine moderne a depuis établi que les stigmates du vampirisme n'étaient en fait que les marques d'un processus normal de décomposition. Milo, âgé de 25 ans. Un corps peut paraître inaltéré simplement parce que les gaz issus de la décomposition font gonfler les tissus. Les viscères, Et les marques de sang autour de la bouche sont les conséquences d'un rejet de liquide gastrique. présentent des signes manifestes de vampirisme. Tous ces corps étaient enterrés depuis moins de 3 mois. Le premier avait été inhumé en septembre. En admettant que l'automne ait été froid cette année-là, on imagine que les corps s'étaient relativement bien conservés. Le rapport de Johann Flückinger est immédiatement transmis aux autorités de Belgrade. La presse s'en empare sans tarder. L'histoire de ce village fait la une dans toute l'Europe. Si certains s'en délectent, d'autres s'en inquiètent. Le rapport de Flückinger est repris par les journaux de toute l'Europe et est donc porté à la connaissance de toute l'intelligentsia européenne. La nouvelle se répand non seulement en Serbie et dans l'Empire austro-hongrois, mais également dans tous les pays d'Europe occidentale. Les histoires de vampires serbes, même si elles étaient très localisées, suscitaient chez certaines personnes une véritable terreur. Un peu comme les rumeurs qui sèment la panique aujourd'hui. Tout part d'un événement perçu comme une anomalie qui vient se greffer sur des peurs préexistantes au sein de la population. C'est quelque chose de très intense, de très réel. Et c'est ce qui s'est passé en Serbie. Dans les campagnes de toute l'Europe centrale, une gigantesque chasse aux vampires s'organise. Les tombes des personnes récemment décédées sont rouvertes, leurs dépouilles exhumées, décapitées, parfois brûlées sur un bûcher.
L'Irlande médiévale a-t-elle connu les mêmes scènes au moment où ont été creusées les 2 sépultures déviantes retrouvées à Kiltishin? Croyait-on déjà aux vampires à l'époque? Les récits inquiétants en provenance d'Europe de l'Est ont inspiré une série de romans à succès qui allaient véritablement consacrer le mythe du vampire. Le vampire fait son entrée dans la littérature et le folklore européen au tout début du XIXe siècle, à partir des descriptions faites au siècle précédent par des gens comme Flukinger. Le premier à vraiment se saisir du sujet, c'est John Polidori, un jeune médecin qui avait passé un été en Suisse en compagnie de Byron et Mary Shelley dans une sorte d'atelier d'écriture. Il s'empare du personnage du vampire pour en faire un héros romantique, en s'inspirant d'ailleurs de son ami Byron. Pour la première fois, on assiste à la métamorphose du vampire immonde et terrifiant en un personnage aristocratique dangereusement séduisant. L'adoption du terme vampire permet aux gens de désigner différemment tous ces revenants qui peuplaient l'imaginaire populaire, en particulier les suceurs de sang, rompant avec les représentations en usage en Grande-Bretagne depuis 2 ou 3 siècles par exemple. Les mots changent, l'image change et le mythe passe de la croyance populaire à l'univers littéraire. En 1898, l'écrivain irlandais Bram Stoker modifie le personnage du vampire, mort-vivant des temps modernes, prédateur machiavélique qui inspirera ensuite d'innombrables œuvres de fiction. Il situe une partie de l'action de son Dracula dans les ruines de l'abbaye gothique de Whitby, qu'il a lui-même visité lors d'un séjour dans le Yorkshire. C'est à Whitby que débarque le sinistre comte Dracula lorsqu'il arrive en Angleterre. Bram Stoker est allé chercher son inspiration dans les grandes psychoses du XVIIIe siècle. Les récits qui en avaient été faits avaient été publiés et traduits. Au moment où Stoker s'est intéressé au sujet, il existait déjà un tourisme spécialisé à destination de l'Europe de l'Est, et il était parfaitement au fait de ce qui se passait aux confins du vieux continent. Les superstitions exploitées par Bram Stoker dans Dracula sont toujours vivaces aujourd'hui. Dans certaines régions d'Europe centrale, la peur des morts vivants n'a pas disparu. À Marotinou des Sousse, un petit village du sud de la Roumanie, les familles des défunts veillent à fermer hermétiquement les tombes avec de l'encens. Elles apportent à la personne décédée de la nourriture afin qu'elle ne manque de rien pendant son voyage vers l'autre monde. Mais parfois, ces précautions rituelles ne sont pas suffisantes. En 2004, 5 hommes se sont rendus au cimetière pour déterrer le corps d'un certain Petra Thomas, mort peu de temps auparavant. Sa nièce, Mirela Marinescu, affirmait en effet qu'il s'était transformé en moroi, le terme roumain pour désigner un mort-vivant. Oui, je le voyais en rêve. Il m'apparaissait. Je voyais son ombre. Je le voyais aussi la nuit. Tous les voisins vous le diront. Même sa belle-fille. Beaucoup de personnes l'ont vu. Quand je le voyais, j'étais comme ça. Je tremblais. Mirela était persuadée que le moroi voulait la tuer. Son mari a donc demandé à un voisin, Ion Ionescu, de l'aider à le faire disparaître. Il m'a dit, allons le déterrer, c'est un mort-vivant. Regarde ma femme, Mirella, elle est morte de peur. On est allé au cimetière. Bon sang, il gelait, tout était gelé et dur comme de la pierre. Quand on donnait des coups de pioche, ça faisait des étincelles. On a frappé jusqu'à briser la glace. Son sang était frais. Il coulait du coin de sa bouche jusqu'à son oreille, comme ça, sur le côté.
Une histoire qui rappelle étrangement celle des vampires de Stappenhill, en Angleterre, datant de près de 1000 ans plus tôt. Il a enfoncé son couteau et l'a éventré de là à là, depuis le... Excusez-moi, je ne sais pas comment dire. Juste là, comme ça. Et le cadavre a grogné 2 fois. Mon voisin est alors sorti de la tombe à toute vitesse. Il a quitté le cimetière en trombe. Il était littéralement mort de peur. Les gens du village voulaient anéantir le Moroi en lui arrachant le cœur. Ils ont essayé une première fois, sans y parvenir. Ils sont revenus le lendemain et ont finalement trouvé ce qu'ils cherchaient. Puis, ils ont apporté de la paille et des feuilles de maïs séchées pour faire un feu. On devait le brûler à un carrefour. On a ramassé des branches, de la paille et on y a mis le feu. On a pris le cœur avec la fourche. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne le touche pas avec les mains. On l'a donc pris avec la fourche et on l'a mis dans le feu. Ça a fait une grande flamme. La fille de Petra Thomas s'est insurgée contre la profanation de la tombe de son père. L'affaire a pris une dimension internationale. Quand elle est sortie dans la presse, cette histoire a suscité un sentiment de gêne et même de honte chez les Roumains qui habitent en ville et ignorent tout de ces pratiques. Comment pouvions-nous être encore aussi primitifs? Qu'allait penser de nous le reste de l'Europe en entendant ce récit d'un autre âge? La police a ouvert une enquête sur la profanation de la tombe de Petra Thomas. Mais le plus souvent, les gens se gardent bien d'ébruiter ce genre d'affaires. In such remote and isolated villages like Marotino is with people. Dans des villages isolés comme Marotino, qui comptent beaucoup de personnes âgées, les rituels de ce type se perpétuent. They are carried out in order to let's say. C'est une façon pour les gens de protéger leur communauté contre certains événements, comme le retour des morts. Ce sont des pratiques qu'on rencontre encore dans les campagnes reculées en Roumanie, mais aussi dans l'ensemble des Balkans, en Serbie et en Bulgarie par exemple. La tradition perdure. Je pense que les morts vivants inspirent une véritable terreur. La mort est en soi une préoccupation majeure, de même que la question de la vie après la mort. C'est pourquoi, traditionnellement, les gens apportent beaucoup de soins à la préparation de leur propre départ, en veillant à avoir tout ce dont ils auront besoin. Car c'est quand il y a un problème que les morts vivants apparaissent. Quand les rituels n'ont pas été accomplis correctement, quand on a oublié quelque chose ou qu'on a fait une erreur. Les croyances qui ont cours dans la Roumanie du XXIe siècle évoquent les peurs des habitants de l'Angleterre médiévale il y a près de 1000 ans. Il est étonnant de constater qu'il existe dans le temps une telle continuité des croyances en Europe. Cela montre que certaines personnes ne croient pas que tout puisse s'expliquer rationnellement. Les peurs superstitieuses n'ont pas disparu de nos sociétés modernes. Je pense qu'on peut dire qu'il existe une mémoire populaire profondément enracinée et que les revenants du Moyen-Âge ne sont que les héritiers d'une tradition qui remonte à la période romaine ou peut-être même à la préhistoire. Ils sont le produit d'une peur viscérale de voir ressurgir les morts. Le regain d'intérêt pour les vampires au XVIIIe et au XIXe siècle n'est en réalité qu'un nouvel avatar d'une tradition populaire antique. Cette peur atavique des morts vivants est au moins millénaire. En Irlande, ses origines pourraient remonter plus loin encore. Les archéologues qui travaillent sur les sépultures déviantes de Kiltishin
attendent les conclusions de l'analyse au carbone 14, qui devrait leur permettre de dater la mort des individus dont ils ont retrouvé les squelettes. Chris Reed est en route pour le laboratoire, où il doit récupérer les résultats. Pour un archéologue, obtenir une datation, c'est un grand bonheur. C'est peut-être de toutes les données celle qui nous permet le mieux de faire notre boulot, c'est-à-dire de placer le site sur une échelle chronologique. Personnellement, je pense qu'on est davantage au début qu'à la fin du Moyen-Âge, autour du 8e ou du 9e siècle, quelque chose comme ça. C'est mon sentiment personnel, et comme j'aime bien avoir raison, j'espère que c'est ça. Chris Reed espère prouver que la peur des vampires est antérieure de plusieurs siècles aux premières mentions qui en sont faites dans des écrits du Moyen-Âge. Deux semaines après l'exhumation, les résultats de l'analyse sont prêts. Les résultats m'ont été envoyés par mail, hier soir, depuis Miami. Je vais juste vérifier. C'est bon. Apparemment, les deux individus ont été enterrés entre la fin du 7e siècle et le début du 9e. Les deux séries de données semblent se recouper vers le milieu du 8e siècle, quelque part entre l'an 720 et l'an 750 ou 760. Les squelettes irlandais retrouvés avec une pierre entre les dents ont donc été inhumés 300 ans au moins avant les premières mentions de morts vivants en Angleterre. Or, il existe des écrits datant de la même période qui semblent indiquer que la peur des revenants et des vampires était déjà très répandue. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous disposons de textes religieux irlandais rédigés à la même époque, contemporains de ces deux sépultures. L'un d'eux, qui date du 7e ou du 8e siècle et qui est connu sous le nom de Premier Synode de Saint Patrick, fait justement allusion à la peur des morts vivants. Il y est écrit que celui qui croit aux vampires doit être excommunié. Il y avait certainement à l'époque beaucoup de gens qui croyaient aux revenants en Irlande. C'est un remarquable exemple où des données archéologiques viennent corroborer des sources historiques. Comment expliquer que la peur ait été si vive à cette époque? John Blair estime que l'avènement du christianisme y est pour quelque chose. L'étude des civilisations montre que lorsqu'un système ancien de croyance est remis en cause par l'arrivée du monothéisme, que ce soit le christianisme, l'islam ou le bouddhisme, il se produit souvent des aberrations. Or, on trouve exactement ce type de situation au 7e siècle dans les îles britanniques, avec la conversion des rois locaux à la foi chrétienne entre 600 et 660. Il est intéressant de noter que nombre de sépultures déviantes mises au jour datent de cette période. Il est possible que la remise en question des croyances anciennes par le christianisme ait laissé certaines personnes désemparées, en mal de repère et extrêmement angoissées par ce qui pouvait se passer après la mort. Cette angoisse serait donc à l'origine des violences constatées sur les deux squelettes exhumés à Kiltishin. Des actes qui paraissent tout aussi barbares que ceux qui consistent pour un Roumain du XXIe siècle à aller arracher le cœur d'un proche défunt. Mais les rites ont souvent un sens caché. En Roumanie, l'acte profanatoire est en fait considéré comme une façon d'aider le moroi. Les morts doivent être définitivement morts, pas à moitié. Tuer le moroi, c'est l'aider, c'est lui rendre service. C'est une question d'harmonie universelle ou cosmique. Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. C'est bon pour la communauté, bon pour le mort. Où est le mal? En tuant le moroi, on le libère de sa condition de créature prise au piège entre deux mondes. On lui permet ainsi d'échapper à un destin pire que la mort. La grande différence entre un moroi et un vampire,
c'est que le vampire tue pour s'assurer l'éternité. Dans la culture traditionnelle roumaine, le moroi, également appelé strigoi, cherche à avertir les vivants que quelque chose ne va pas et qu'il a besoin de leur aide pour trouver sa juste place dans l'au-delà. Pour être sûr que Dieu vous protège et vous garde, si vous avez des parents décédés, il vaut mieux leur enfoncer un pieu dans le cœur pour être sûr qu'ils ne deviendront pas des morts vivants. Sinon, ils viendront vous chercher. Des traditions populaires qui ont survécu jusqu'à nos jours permettent ainsi de comprendre les coutumes de populations depuis longtemps disparues, ce que l'archéologie n'aurait pas pu faire seule. Les archéologues hésitent toujours à chercher dans le folklore et les traditions populaires des explications des concepts du passé. Ils craignent qu'elles aient été réinventées au XVIIe, au XVIIIe ou au XIXe siècle et qu'elles ne reflètent donc pas la mentalité médiévale. Je pense personnellement qu'il y a une grande part de vérité dans toutes ces légendes. Mais je crois que les archéologues finiront par se rendre compte, face à des cas de plus en plus probants, de l'intérêt que présentent les sépultures dans lesquelles on retrouve des clous ou des pierres, qu'ils les identifieront comme des sépultures déviantes et publieront des communications à ce sujet. Cette prise de conscience aidant, on constatera certainement que ces pratiques n'étaient pas si rares que ça, et qu'elles étaient même très répandues au Moyen-Âge. Chris Reed estime que la découverte de ces tombes insolites lui a permis de mieux comprendre certaines zones d'ombre du passé médiéval de l'Irlande. Quand nous sommes tombés sur ces squelettes avec une pierre entre les dents, je crois que nous n'avons pas réalisé l'importance qu'ils pouvaient avoir et les répercussions de cette découverte. Nous avons maintenant compris qu'il occupait une place tout à fait singulière dans le contexte irlandais. C'est sur les terres de John Burke qu'ont été découverts les squelettes. Pour lui, quelles que soient les raisons des rites étranges qui ont accompagné leur inhumation, ils devraient être maintenant remis en terre pour reposer en paix. C'est bizarre, mais mon père aurait dit la même chose. C'est un endroit paisible. Pour moi, c'est un lieu sacré, et il le sera toujours. Je n'ai aucune crainte, ni superstition particulière, mais je me sens un peu responsable. J'ai l'impression de devoir respecter les gens qui sont enterrés ici. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, ce sont les ancêtres des gens d'ici. C'est quelque chose que je respecte, et j'estime que c'est pour moi un privilège d'avoir un site comme celui-ci sur mes terres. La semaine prochaine, tout sur l'affrontement entre Alfred Krupp et Jacob Mayer, qui fut le premier à mettre au point un procédé pour mouler l'acier. Procédé qui valut à Mayer une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1855.